J'aime venir dans le Vallon pour marcher, mais aussi pour réfléchir, pour prendre le temps de ralentir un petit peu. Et je trouve que les couleurs sont incroyables au fil des saisons. C'est vraiment un endroit magique. Et cet endroit, il se doit d'être préservé et de ne pas être bétonné. Il y a des centaines d'arbres qui sont dans ce vallon de la Valère. On a des renards, on a bien évidemment des chevreuils, on a même aperçu un lynx. Élue verte du Mont-sur-Lausanne, Brigitte Besson se bat pour sauver ce petit vallon, le poumon vert de cette commune qui a doublé de population en 25 ans. Il est déjà pris d'assaut par une zone villa très dense. Le vallon de la Valère, il est menacé par un projet immobilier conséquent, 14 bâtiments qui se répartiront sur les 2 zones du vallon, avec une route qui traversera l'ensemble du vallon. Et puis, c'est environ 350 habitants qui viendront s'établir ici. Et pour nous, c'est vraiment le quartier de trop. Cette pression démographique est à l'image de ce que vit la Suisse entière, l'homme prenant la place de la nature. Car la population de notre pays augmente à une vitesse spectaculaire. Depuis l'an 2000, nous avons gagné 1,8 million d'habitants pour atteindre les 9 millions, soit 25% de plus. Une croissance 2 fois plus rapide que celle de la France, 7 fois plus rapide que celle de l'Italie, presque 10 fois plus rapide que celle de l'Allemagne. Avec 25% d'habitants en plus à absorber, la Suisse change à toute vitesse. Elle commence aussi à s'inquiéter de sa propre croissance. Mais qui est responsable de cette explosion démographique et de toutes ses conséquences? Qui en est complice? Vous le verrez, les réponses à ces questions brûlantes risquent de vous surprendre. De plus en plus, on se sent à l'étroit, dans nos centres-villes, dans nos gares, sur nos routes. Nos loyers explosent, nos services de santé sont souvent à la limite de la surcharge. Alors que faire? Un parti politique nous propose une solution simple, stop à la Suisse à 10 millions. C'est l'initiative pour la durabilité de l'UDC. Oui, vous avez bien lu. Dans son argumentaire, l'UDC s'inquiète des effets de la croissance démographique sur notre système social, sur nos écoles surchargées, sur nos espaces verts, noyés sous le béton, et même sur la réalisation des objectifs climatiques. Étonnant de la part de l'UDC, plus connu pour ses politiques anti-climat et pro-économie que pour sa défense de la durabilité. Serait-ce une initiative verte et sociale? Au Palais fédéral, nous posons la question à l'élue genevoise verte Delphine Klopfenstein. J'ai l'impression qu'on a un amas ici de désinformation sur le vrai enjeu de cette initiative, qui n'est pas tellement celui de se soucier de l'environnement, mais qui est plutôt celui de traquer les étrangers. Ah oui, on avait oublié de vous dire, sur les 1,8 million de nouveaux habitants en Suisse, depuis 2000, 89% sont des étrangers, en majorité des Européens, attirés par nos salaires et notre niveau de vie élevé. Autant dire que cela n'a pas échappé à l'un des ténors de l'UDC. Thomas Matter est aussi l'un des auteurs de l'initiative. À mon avis, presque tous les grands problèmes de notre pays sont liés à cette immigration de masse. Commençons par les infrastructures, qui sont aujourd'hui complètement surchargées. Elles sont saturées. Les heures d'embouteillage ont triplé ces dernières années. Même les transports publics arrivent à leurs limites. Nous avons une telle pénurie de logements en Suisse, c'est du jamais vu. De plus en plus de Suisses me disent qu'ils ne se sentent plus chez eux. S'ils ne se sentent plus chez eux, j'estime qu'on a atteint un niveau d'alerte rouge. Pour préserver la Suisse idyllique de ses affiches, l'UDC veut bloquer la population à 10 millions. Mais en fait, qui est responsable de l'arrivée massive d'étrangers ces 25 dernières années?
Nous sommes de retour au Mont-sur-Lausanne, dans le Vallon menacé par un grand projet immobilier. Il y a 3 ans, des marquages menacent des centaines d'arbres, inquiétant des habitants, dont la conseillère communale verte Brigitte Besson. Nous, on a pu compter environ 450 arbres qui sont marqués dans la zone forêt. Et puis c'est cet élément qui a été l'élément déclencheur au fait, pour la mobilisation citoyenne pour bloquer le plan de quartier. Avec un petit groupe de citoyens, elle lance une initiative communale pour sauver le Vallon. Au Mont, la commune, elle subit de plein fouet un énorme développement urbain. On a 13 plans de quartier qui vont sortir de terre, dont 2 qui sont déjà presque réalisés. Et le Vallon de la Valère, il en fait partie. Et pour nous, c'est vraiment le quartier de trop pour notre commune. Le projet prévoit 14 immeubles pour quelques 300 habitants. Comme de nombreuses autres communes en Suisse, le Mont s'attend à l'arrivée de plusieurs milliers de nouveaux habitants qu'il faudra loger. Le soir du 13 mai 2024, le conseil communal doit décider ou non de soutenir l'initiative pour sauver le Vallon. La droite est favorable à la construction de logements, la gauche s'y oppose. Les Verts de Brigitte Besson trouvent un allié a priori improbable pour défendre l'environnement, l'UDC, dont Nicolas Dupuis est le président de section. Le vote tombe. Et le résultat est bon. À une voix près, l'initiative passe. Donc, voilà. Grâce à l'UDC. Oui, c'est l'UDC qui a fait balance, clairement. C'est l'UDC qui a fait balance, parce que si on rejoignait la droite, ça ne passait pas. Avec 6 voix de plus côté droite, c'est clair, ça ne passait pas. Et après, voilà, il y a eu un tonnerre d'applaudissements dans la salle, et c'était vraiment très, très, très émotif de voir tous ces applaudissements. Parce qu'en fait, Monsieur Dupuis, votre choix ici s'est fait à l'inverse de tout ce que prône votre parti au niveau fédéral. Oui, au niveau fédéral, oui et non, dans le sens où le but, c'est aussi de limiter la population avec l'initiative 10 millions d'habitants. Et là, on avait l'occasion en or de bloquer un plan de quartier de 300 habitants, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une petite étape. Si tous les élus UDC font ça dans toutes les communes, on arrivera à rejoindre ce plan national de limiter la population. Mais ça passe par refuser les plans de quartier dans les communes. C'est ça la première étape. Et Madame Besson ? Bien sûr que nous, on ne veut pas que la population ne puisse pas se loger au Mont. C'est une belle commune, c'est agréable, on y vit bien. Et puis, bien évidemment, moi, je suis personne pour dire « ne venez pas dans ma commune ». On nous a beaucoup reproché ça pendant la campagne. Mais pour moi, cet endroit, il n'était pas propice, parce que mon combat, il est environnemental. Donc oui, là, on se retrouve, même si nos motivations ne sont pas les mêmes. La dernière étape pour l'initiative, cela sera le vote populaire, on y reviendra. Mais on sent bien, sur cette petite scène politique locale, les tensions causées par l'explosion démographique en Suisse. À gauche, on se demande comment accueillir tout le monde et en même temps lutter contre la bétonisation. À l'UDC, comment fermer les frontières tout en soutenant fidèlement l'économie. Ces questions se posent de façon aiguë tout au long de l'arc lémanique et en particulier dans les zones les plus peuplées. Des nouveaux quartiers poussent de partout, comme à Genève, qui connaît pourtant déjà une densité stupéfiante. 12 971 habitants au kilomètre carré au centre-ville, soit juste un peu moins que le centre de Tokyo. Pont-Rouge est l'un de ces nouveaux quartiers, traversé par une importante voie ferrée. Il y a d'un côté des immeubles de bureaux, de l'autre, 15 barres d'immeubles où vivent quelques 1800 habitants. Andrea Maillard y a déménagé il y a 2 ans avec toute sa famille. On est venu parce qu'on cherchait un 6 pièces, un 6 pièces parce qu'on est une famille recomposée, donc avec beaucoup d'enfants. C'est très difficile à Genève de trouver un appartement qui puisse accueillir autant d'enfants, donc adultes, et puis avec un loyer raisonnable. C'est un quartier qui est bétonné. On est dans un espace où il y a très peu de verdure, où justement la végétation est en train d'arriver. Au départ, elle venait d'être plantée, donc c'était que du béton. Construire la ville en ville, c'est le choix validé en votation par le peuple suisse en 2013 pour lutter contre le mitage du territoire. Le résultat, c'est ça, beaucoup de béton, au plus grand désespoir de ceux qui militent pour la sauvegarde de l'environnement dans le canton.
C'est le béton, de A à Z, de part en part. C'est terriblement dommage qu'on puisse encore faire des quartiers à Genève comme ça. C'est exactement ce que les Genevois ne veulent plus. On ne peut pas vivre comme il faut dans le béton. L'humain a besoin de voir des arbres, de la verdure tout autour de lui. Pont-Rouge fait partie d'un immense projet de renouvellement urbain, l'un des plus importants d'Europe. Comprenant 9 quartiers, il prévoit la construction de plus de 12 000 nouveaux logements dans un canton dopé par sa croissance économique, une croissance qui crée des emplois et donc attire des travailleurs. On est dans un territoire bien délimité, très encaissé, enclavé. Il y a des limites. Et qui fixe les limites finalement? Personne n'ose parler de limites. Nous, on ose en parler un peu. Cette limite dont vous parlez, ce n'est pas une limite aussi à la croissance démographique, économique? On ne peut pas dire le contraire, bien sûr. Mais en fait, c'est la croissance quand même démographique qui fait qu'on bétonne. C'est lié intrinsèquement. Oui, mais ce n'est pas notre... Je dirais qu'en fait, c'est très politique, la croissance économique. Voilà. Donc, c'est les politiques qui doivent se pencher sur ce créneau-là. Nous, les associations, nous sommes des associations citoyennes. Donc, nous, on s'occupe de la qualité de vie des gens. Alors, c'est vrai que ça a un rapport, forcément. Parce que plus il y a de monde, plus il faut d'infrastructures, plus il faut de bâtiments pour les loger, etc. Mais en fait, c'est un sujet tabou. Et il y en a qui n'osent pas en parler. Ouais, notamment les Verts, qui sont un peu empruntés là-dessus. Oui. Totalement, mais il n'y a pas que les Verts. En fait, plusieurs partis n'osent pas en parler. Et ça devrait être un sujet de société qu'on devrait débattre librement, sans tabou. Bien sûr, bien sûr. Celle qui en parle sans tabou, c'est l'UDC. Dans le quartier des affaires de Pont-Rouge, nous rencontrons la conseillère nationale genevoise Célina Maudru. Nous, on essaie d'identifier les problèmes, apporter des solutions. Si les autres partis ne réalisent pas l'importance de ce sujet, d'ailleurs on voit maintenant le PLR et le Centre courent un peu derrière pour essayer de rattraper leurs lacunes dans ce dossier, on peut le voir, c'est de leur responsabilité. Peut-être sont-ils juste plus cohérents. La droite et le centre soutiennent l'économie, donc la création d'emplois, donc l'engagement de travailleurs étrangers. Rappelez-vous, 89% des nouveaux habitants en Suisse sont des étrangers. L'UDC, elle, soutient l'économie, mais veut aussi stopper l'immigration. Il n'y a pas une certaine schizophrénie quand même? Plusieurs interlocuteurs ont utilisé ce mot pour décrire la politique menée par l'UDC. À un moment donné, on sait très bien que réguler l'immigration, ça ne veut pas dire aller contre l'économie, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'étranger et ça ne veut pas dire qu'on est finalement complètement schizophrène, pour reprendre vos termes, par rapport à une politique. Aujourd'hui, l'UDC n'est pas en schizophrénie, j'ai envie de dire que c'est peut-être les Verts qui le sont, la gauche qui le sont, qui veulent protéger la nature, la biodiversité, puis en même temps accueillir tout le monde en Suisse. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on a un problème, et ça c'est un constat qu'on peut tous faire, hormis si on se met des œillères, de voir que l'immigration en Suisse croît de manière beaucoup plus importante par rapport à d'autres pays. La solution proposée par l'initiative UDC est simple. Si la population dépasse les 10 millions d'ici 2050, seuls les Suisses et les résidents permanents pourront rester. Et le Conseil fédéral devra résilier l'accord de libre circulation des personnes avec l'Union européenne qui a permis depuis 2002 l'afflux d'Européens en Suisse. Une solution extrême, mais absolument nécessaire pour l'influent conseiller national UDC zurichois, Thomas Matter. La Suisse est le seul pays au monde, en dehors de l'Union européenne, à autoriser la libre circulation des personnes avec d'autres pays. Il n'y a aucun État au monde qui soit aussi stupide. Ni les États-Unis, ni le Canada, ni l'Australie, ni la Nouvelle-Zélande, ni le Japon le font. Nous voulons simplement pouvoir décider par nous-mêmes qui rentre dans notre propre pays. C'est normal. Si des gens arrivent devant ma maison et qu'ils sonnent à ma porte, je veux décider qui peut entrer chez moi.
Je ne comprends pas que ce soit si difficile à comprendre. Tous les partis gouvernementaux s'opposent à l'initiative UDC. À gauche, parce qu'une fois de plus, l'UDC dit aux Suisses que presque tous les problèmes qu'ils vivent au quotidien sont la faute des immigrants. Une des choses que l'UDC a très bien réussi ces dernières années, c'est de faire croire que si on n'a pas leur réponse à un problème, alors on n'a pas de réponse. Ça, je trouve que c'est un des plus grands hold-up qui s'est fait ces 20 dernières années en politique suisse. Moi, je vais vous dire une chose. L'UDC, qui met le dos sur l'immigration, qui met tous les problèmes sur le dos de l'immigration, est toujours contre nous quand il s'agit d'augmenter les rentes des gens, d'augmenter les salaires, de protéger les gens qui travaillent. C'est toujours les mêmes qui mettent tout sur l'immigration et qui refusent de prendre quoi que ce soit comme mesure pour le pouvoir d'achat des ménages. Du côté des Verts, on dénonce cette initiative comme un texte hypocrite et pas durable pour un sou. On connaît la politique que mène l'UDC ici, c'est une politique anti-climat absolue. Elle s'est battue contre la loi CO2, elle s'est battue contre la loi climat, elle s'est beaucoup battue contre la loi électricité, elle a trouvé un peu un compte dedans, mais elle a réussi à freiner toutes les politiques du climat. Cette initiative est absolument malhonnête. Mais la critique qui a le plus de poids vient des propres rangs de la droite. Simon Michel est un élu PLR, mais aussi le big boss d'une entreprise qui pèse plus de 500 millions de francs et qui emploie 2400 personnes. Pour les entreprises, c'est important l'immigration, c'est de la main-d'œuvre. 73% des Européens qui viennent ici ont un contrat de travail. Ce sont des travailleurs du bâtiment, de la santé, de la restauration, de l'agriculture et bien sûr de l'industrie. Et nous avons besoin de ces personnes car nous avons trop peu de potentiel national et les Suisses travaillent plus souvent à temps partiel. C'est simple, nous avons besoin de main-d'œuvre étrangère pour maintenir notre prospérité, pour maintenir une légère croissance économique. Et si l'initiative est approuvée, il se passe quoi? Si cette initiative était acceptée, nous aurions une situation très difficile dans 5, 10, 15 ans. L'initiative est trop extrême, trop sévère et elle est techniquement inapplicable. Elle est trop stricte parce qu'il n'est jamais bon de fermer la porte et de fixer un plafond à ne pas dépasser. Nous devons freiner mais pas stopper. Donc en résumé, cette initiative est très dangereuse pour la bonne marche de l'économie. Mais en fait, est-il possible de stopper l'immigration pour bloquer la population à un chiffre, allez au hasard, 10 millions de personnes? Nous posons la question à un spécialiste de la démographie suisse, le professeur Philippe Vanner. On a quelques exemples dans le passé de pays qui ont voulu fermer l'immigration. Honnêtement, à mon avis, l'économie est trop forte par rapport aux politiques. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise a besoin d'étrangers, elle trouvera des étrangers. Si ce ne sont pas des étrangers qui viennent dans le cadre d'une libre circulation des personnes, il y aura d'autres flux migratoires, notamment dans toute une série de secteurs d'activité des migrations qui sont clandestines. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel. L'économie est plus forte que le politique. Oui, l'économie dicte en quelque sorte les flux migratoires. Le politique a une marge de manœuvre, mais elle est relativement réduite par rapport à l'économie. Et l'économie, qui dicte l'économie? L'économie, ce sont, dans une certaine mesure, les milieux économiques. Donc également, on retrouve les politiques. Ça, c'est évident. Disons. Il y a quand même des choix. On voit le débat actuel. Enfin, on ne va pas rentrer dans un débat politique, mais on voit qu'il y a une sorte de schizophrénie chez certains milieux qui défendent l'économie, mais qui ne veulent pas la migration. Et ça, c'est un problème. Là, vous parlez de l'UDC. En particulier l'UDC. Et on se retrouve quand même dans une situation où il y a une dépendance aujourd'hui de l'économie par rapport à la migration. Alors comment trouver une solution? C'est juste impossible aujourd'hui. C'est à Zurich que les effets de la spectaculaire croissance économique suisse depuis l'an 2000 sont peut-être les plus visibles. La population du canton a augmenté de 30% en 25 ans, donc plus encore que la moyenne nationale. En banlieue, des quartiers sont en train de changer complètement de visage. Altstetten, par exemple. On l'appelait le Blumli-Quartier, le quartier des petites fleurs, fait de modestes maisons ou de petits immeubles pour la classe ouvrière. Certains sont voués à la destruction pour être remplacés par des tours d'appartements au loyer 2 à 3 fois plus élevé. Diana Grimaldi vit ici depuis 25 ans. Ancienne ouvrière dans le textile, elle a aussi travaillé dans la restauration.
En janvier 2024, elle a reçu, comme tous les locataires, une lettre lui annonçant la résiliation de son bail. Ma réaction au début, c'était le choc. Et puis j'ai lu qu'il nous laissait du temps. On ne doit partir qu'en 2027. Alors on peut souffler un peu. Avec une retraite de 2100 francs par mois, elle arrive tout juste à vivre parce que son loyer est bas. Elle ne sait pas quoi faire pour trouver un nouvel appartement, tout comme sa jeune voisine. Tu penses partir quand d'ici ? Dès que je trouve quelque chose d'abordable. Tu vas pas rester jusqu'au bout? Non, c'est trop risqué pour moi avec mes 2 enfants. C'est triste, non? Oui, bien sûr. Ça me fait peur. Un de mes fils a fait une plaisanterie pour tenter de me consoler. Il m'a dit « T'inquiète pas, maman. Tu attends jusqu'à la fin et après, tu n'auras même pas besoin d'aller chercher autre chose. Tu iras directement à l'EMS. » C'est effectivement un tout autre univers que celui de Jana qui se construit dans la région zurichoise. Ici, à Dubendorf, les plus hautes tours d'habitation de Suisse viennent d'être achevées. 38 étages et des loyers entre 4 et 6 000 francs pour des 4 pièces et demie. Un nouveau quartier emblématique de la surchauffe immobilière en Suisse. Pour l'UDC, c'est l'immigration de masse qui en est la cause. Mais les politiques de cette même UDC n'ont-elles pas contribué à cette surchauffe ? On sait que ce parti s'est par exemple battu pour des rendements élevés en faveur des propriétaires, leur assurant des loyers plus élevés. De même, d'autres politiques de l'UDC pour renforcer l'attractivité de la Suisse ne seraient-elles pas en partie responsables des maux dénoncés dans sa propre initiative ? Dans sa banque de Zurich, l'Helvetische Bank, nous avons rendez-vous avec le financier multimillionnaire l'UDC Thomas Matter. Au Parlement, certains disent que l'UDC soutient systématiquement des mesures qui encouragent l'immigration de masse, mais en même temps, elle se bat pour la stopper. C'est pas contradictoire, ça ? Alors là, ça me fait bien rire. Tout d'abord, parce que l'UDC n'est évidemment pas prête à détruire les conditions gagnantes que nous avons dans notre pays. Les conditions cadres favorables à l'économie, dans le seul but de lutter contre l'immigration. Imaginez un peu cette schizophrénie. Si nous détériorons les conditions en Suisse afin de faire baisser l'immigration, nous allons aussi les détériorer pour les Suisses. Cela n'a aucun sens. En tout cas, la politique menée par l'UDC, schizophrène pour les uns, pas du tout schizophrène pour les autres, lui permet de gagner des voix et des votes. Une sorte de formule gagnante, selon le professeur Damir Skenderovic, historien des mouvements de la droite dure. Il y a 2 dimensions qui sont importantes dans cette winning formula, comme on dit en anglais. D'une part, quand l'UDC s'empare du thème de l'immigration, elle s'adresse aux électeurs et aux électrices qui sont défavorisés, ou qui se sentent défavorisés en termes de revenus ou d'éducation. Elle leur dit, si ta situation s'empire, c'est la faute aux immigrés. Et d'autre part, sa politique très néolibérale, pour ainsi dire mondialiste, s'adresse aux entrepreneurs, aux gens plus aisés, c'est-à-dire en quelque sorte à la classe moyenne supérieure jusqu'aux plus riches. Comment un parti peut-il avoir d'un côté une rhétorique anti-mondialisation, anti-mobilité, anti-migration, et d'un autre côté soutenir justement cette mobilité et cette mondialisation? Soutenir un agenda très fortement néolibéral qui rend justement les plus faibles encore plus faibles. Je pense que dans les débats politiques et dans les médias en Suisse, il faudrait beaucoup plus mettre en évidence le fait qu'il y a une contradiction fondamentale dans la ligne de ce parti et que cela le rend peu crédible. Du côté de la gauche,
l'immigration, c'est un peu la patate chaude. Chez les socialistes, Jacqueline Badran fait exception. C'est une star en Suisse alémanique. Diplômée en biologie à l'université de Zurich et en économie à la HEC Saint-Gall, elle est chef d'entreprise dans l'informatique. C'est aussi une femme politique très populaire. Elle est la conseillère nationale la mieux élue de Suisse. Il y a toujours une sorte de malaise à gauche quand on parle d'immigration. Oui. Un peu comme si c'était un tabou. Oui. Et c'est en partie aussi un tabou pour moi. Parce que dès qu'on dit « Hey, cette immigration, ce n'est pas bon, ni pour le monde, ni pour l'Europe, ni pour la Suisse », on est tout de suite mis dans le coin des xénophobes. Parce que pendant tant d'années, on a entendu « c'est toujours la faute aux étrangers, les étrangers qui viennent », comme un disque rayé qu'on repasse. Il est difficile de sortir de ce coin xénophobe. Ça explique notre retenue. Ce tabou autour de l'immigration n'est pas seulement suisse, loin de là. Les gauches européennes aussi craignent l'étiquette xénophobe si elles empoignent fermement le problème. Mais un parti de gauche a osé briser ce tabou. Nous sommes à Christiansborg, le palais qui abrite le Parlement danois et le bureau de la Première ministre. Les sociodémocrates de Mette Frederiksen ont été portés au pouvoir en 2019, notamment en adoptant l'une des politiques migratoires les plus dures et restrictives d'Europe. Longtemps, seule la droite conservatrice avait prôné une ligne dure face à l'arrivée massive de demandeurs d'asile, mais il y a 10 ans, la gauche a radicalement changé de cap. Ancien ministre de l'Intérieur, le parlementaire Christian Madsen est le principal porte-parole politique du gouvernement danois. Au Danemark aussi, c'était un tabou. Le simple fait de parler des problèmes liés aux réfugiés. Mais nous avons changé cela ici. Nous parlons désormais frontalement de ces problèmes. Et cela nous a également aidés à les résoudre. Nous devons contrôler le nombre, nous devons contrôler les frontières, mais nous devons aussi parler des problèmes que nous rencontrons dans nos pays sur ces questions. Ce sont des logements sociaux comme celui-ci près de Copenhague qui sont dans le viseur du gouvernement. Ici vivent surtout des travailleurs immigrés venus de pays comme la Turquie ou le Pakistan dès les années 60 et des réfugiés arrivés plus récemment. Ancien ministre, ancien parlementaire, Henrik Larsen a joué un rôle central dans le basculement du Parti social-démocrate. Il était le plus proche conseiller de la première ministre Mette Frederiksen et c'est lui qui l'a convaincu de changer de politique migratoire. Je me souviens que lorsque j'étais fraîchement élu au Parlement, nous étions 2 ou 3 députés dans notre groupe de 60 parlementaires à nous lever pour dire qu'il y avait un problème avec l'immigration. Et on n'était pas aimés. Nous étions marginalisés et on nous disait que nous étions un peu cinglés ou quelque chose du genre. Lui-même a grandi ici, dans ce lotissement social à une demi-heure de Copenhague. Ses copains étaient enfants de travailleurs turcs et pakistanais. Il jouait au foot avec eux. Mais petit à petit, la religion a pris plus de place. Au début, on pensait que la première génération pouvait avoir des difficultés à s'adapter à la société danoise et que la deuxième génération prendrait le relais. Elle s'adapterait et elle deviendrait comme nous. C'est ce à quoi nous nous attendions. Ça a été notre erreur. Ils ne se sont pas adaptés. Et cela concerne essentiellement des personnes issues de pays musulmans. On a constaté qu'ils n'étaient pas loyaux envers le Danemark, leur pays d'adoption, mais qu'ils étaient loyaux à autre chose, qu'ils étaient loyaux à leur tradition, ils étaient loyaux à leur religion et surtout à leur pays d'origine. C'était donc une mauvaise combinaison. Cela n'a pas du tout fonctionné. Et ces problèmes n'ont fait que s'aggraver encore et encore. Certains d'entre nous se sont alors dit qu'il fallait tout arrêter, car cela ne marcherait jamais. Dès leur arrivée au pouvoir en 2019, les sociodémocrates reprennent et durcissent la politique du précédent gouvernement de droite. Ils limitent drastiquement l'entrée des réfugiés, facilitent leur expulsion. Et ils appliquent des lois anti-ghetto comme ici dans les quartiers nord de la capitale.
Ces lois visent à réduire massivement la proportion d'habitants d'origine non occidentale dans les lotissements sociaux où ces immigrés sont une majorité. Ici, à Molnier-Parken, cette proportion était de plus de 85%. Le but de ces lois, c'est d'arriver à moins de 50% pour forcer une mixité sociale dans ces quartiers où le taux de criminalité est aussi plus élevé que la moyenne. La méthode est brutale. Des centaines de locataires ont été expulsés, à l'image de Mohamed Aslam, pour être relogés dans d'autres immeubles. Naturalisé danois, ce chauffeur de taxi a vécu 37 ans ici avec sa femme et ses 4 enfants. Son appartement a été vendu à des promoteurs privés qui sont en train de rénover tout le bloc. Je suis arrivé au Danemark à l'âge de 7 ans. Jamais je n'aurais imaginé que mon propre pays, le Danemark, puisse avoir ce genre de législation contre ses propres citoyens. Je me sens complètement danois, à 100%, même si les sociodémocrates et d'autres ne le pensent pas. Depuis 10-12 ans, je dirais qu'il y a une compétition entre les politiciens et les partis pour savoir qui dira les pires choses sur les immigrés, les réfugiés et les musulmans. Ceci afin d'obtenir le plus de votes parmi la population et d'accéder au pouvoir. C'est la seule raison. Il n'y a pas d'autre raison. Les sociodémocrates disent agir en accord avec leurs convictions pour casser ce qu'ils appellent des sociétés parallèles et pour sauver le robuste État social danois où la santé et l'éducation sont gratuits. Je ne pense pas que l'on puisse construire et maintenir un État-providence sans confiance et sans cohésion sociale. Si nous n'avons pas une bonne intégration, des valeurs différentes commenceront à s'imposer. Nous commencerons à voir... Enfin, nous constatons déjà que certains réfugiés et demandeurs d'asile musulmans ont des valeurs qui ne sont pas celles du Danemark. Ils disent à leurs filles de ne pas épouser un Danois. Ils disent à leurs filles de ne pas aller à l'école. Et ces valeurs ne sont pas danoises. Et bien sûr, elles constituent une grande menace pour la cohésion sociale au Danemark. Difficile de mesurer à ce stade l'effet des lois anti-ghetto sur la cohésion sociale danoise. Ce qui se mesure en revanche, ce sont les demandes d'asile. Elles se sont effondrées, moins 85% depuis 2014. Au Parlement danois, la victime collatérale de la politique menée par la gauche, c'est le Parti du peuple danois, dirigé par Morten Messerschmidt. La base électorale de cette formation d'extrême droite s'est aussi effondrée. Il y a 10 ans, elle comptait plus de 20% d'électeurs. Ils sont 5% aujourd'hui. Comment vous comptez regagner des électeurs ? Je ne m'inquiète pas tant de savoir si le Parti populaire danois est à 5 ou 10%. Comprenez-moi bien sûr, je préférerais avoir 10% des voix plutôt que 5. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que nous avons été et que nous sommes toujours la principale force politique au Danemark qui milite pour ces lois, pour ces changements dans la société. Et nous l'avons fait quand nous avions 25% des voix. Nous le faisons aussi aujourd'hui avec 5% des voix et nous le ferons jusqu'à ce que nous passions sous le seuil de représentation. Mais ça n'arrivera jamais. Si les partis de gauche européens ne changent pas, il se passera quoi? C'est bien simple. Ils sont voués à l'extinction. La dernière fois que j'ai regardé, il ne restait plus grand-chose du Parti socialiste de François Mitterrand. J'ai observé le SPD allemand, le plus ancien parti social-démocrate du monde. En ex-Allemagne de l'Est, il a obtenu à peine 6 à 7% des voix. Aux Pays-Bas, ce parti existe-t-il encore? Je ne le sais pas. Tout ça, c'est lié à l'immigration? Je veux dire que la principale raison pour laquelle les partis sociaux-démocrates en Europe ont diminué ou ont disparu, c'est parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux le problème de l'intégration. Et beaucoup d'entre eux ne le prennent toujours pas au sérieux. En Suisse, on l'a vu, la gauche aussi a un problème avec l'immigration. Mais ici, seuls 6% des étrangers résidents permanents relèvent de l'asile. L'immigration est en majorité européenne.
La Zurichoise Jacqueline Badran est l'une des rares élues de gauche à répondre sans détour à cette question. Le niveau d'immigration actuel en Suisse est un problème. Avec environ 100 000 personnes par an, bien sûr que c'est un problème. Bien sûr que c'est un problème. On ne peut pas dire qu'il suffit de juste adapter un peu les infrastructures. Ça correspond à la population d'une ville comme Winterthur. Chaque année, ça ne va simplement pas. Ça pose des questions en termes de place, mais aussi de capacité d'intégration. Rare d'entendre cela à gauche, moins rare à l'UDC, qui se fait l'écho de cette Suisse qui a le sentiment de changer trop vite. Il y a des endroits, j'étais dernièrement à Genève, à Lausanne, j'avais le sentiment d'être dans un pays étranger. Ce n'est plus notre pays, ce n'est plus notre Suisse. Et la raison, c'est tout simplement la vitesse de cette immigration de masse qui, en l'espace de 2 décennies, a transformé notre pays. Et si nous ne stoppons pas cette immigration de masse, nous ne nous reconnaîtrons plus comme Suisses dans notre propre pays. Ce constat, Jacqueline Badran le fait aussi, mais avec une nuance de taille. C'est l'immigration par le haut, celle des dirigeants et des cadres de multinationales qu'elle dénonce. Nous sommes à Seefeld, un quartier huppé de Zurich. Ce quartier a beaucoup changé au cours des 25 dernières années. Il a radicalement changé. Avant, c'était vraiment un quartier ouvrier, de la classe moyenne. Et puis les réformes fiscales ont été mises en place, les entreprises sont arrivées, et avec les entreprises sont arrivées des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, les expatriés. Et ils ont pris le contrôle du quartier de Seefeld. J'ai grandi ici, dans ce quartier. Et c'est ma base d'attache, ma base politique. Pendant des années, j'ai distribué des flyers ici, j'ai récolté des signatures, j'ai fait des campagnes de terrain, comme on le fait en politique. Avant, j'étais toujours ici, devant la COP, et je connaissais 9 personnes sur 10. Peut-être pas par leur nom, mais on se disait « Bonjour, vous êtes aussi là, comment ça va ?» Et aujourd'hui, 9 personnes sur 10 qui entrent dans cette COP parlent anglais, ou le Hochdeutsch. Je dirais qu'il s'est établi un monde parallèle très fort. Ils sont entre eux, ils ne parlent qu'anglais. Ils ont leur restaurant, ils ont leur club, ils ont leurs endroits où ils passent le week-end. Et ils sont toujours un peu entre eux. C'est grave. Ben oui, bien sûr. D'abord, cela fait exploser les loyers au maximum. Donc il y a beaucoup de perdants dans le système. Beaucoup de gens sont perdants. Deuxièmement, ils ne sont pas capables de s'intégrer. Et une démocratie directe a besoin de ça. Il faut partager les mêmes valeurs. C'est extrêmement anti-égalitaire. Tout comme l'acceptation de cette disparité croissante des revenus. Je dirais que c'est fondamentalement non suisse. De fait, le dumping fiscal pratiqué depuis 25 ans par la Suisse a fait exploser le nombre de multinationales qui ont installé leur siège social ou d'importantes filiales en Suisse. Un gros chiffre mesure cela, celui des investissements directs étrangers en Suisse. Entre 1998 et 2022, ils ont passé de 99 milliards de francs à 1055 milliards. Une augmentation de 1000% donc. Ces afflux massifs de capitaux s'accompagnent de dizaines de milliers d'emplois. Il faut comprendre qu'un groupe ou un siège social, ce n'est pas simplement une société boîte aux lettres. Ces entreprises installent un quartier général avec l'informatique, le marketing, les ventes, le département légal. Il y a donc déjà beaucoup de gens qui viennent dès le départ. Ensuite, ces cadres, ils doivent habiter quelque part. Donc il faut plus d'ouvriers du bâtiment. Les ouvriers du bâtiment ont eux-mêmes des enfants qui vont à l'école
Donc il faut plus d'enseignants. Tous ces gens, ils ont besoin de services de santé. Alors tout à coup, il faut plus de gens dans les hôpitaux. Il faut aller chercher des médecins, du personnel soignant. Et donc, il s'avère que la cause de cette immigration de travail est clairement la politique d'attractivité de la Suisse. C'est-à-dire que l'on attire sciemment les gens depuis qu'en 1998, on a procédé à diverses réformes fiscales en faveur des entreprises. Au final, on peut dire que ce modèle économique prédateur de la Suisse, créé par l'UDC avec le PLR et les partis du centre, ce n'est pas bon pour la Suisse, ce n'est pas bon pour l'Europe. Une analyse qui ne passe pas vraiment à l'UDC. Dans les marécages de Berne, avec le conseiller national Thomas Matter. Et voici les sujets du jour. La conseillère nationale socialiste Jacqueline Badran le dit à tous les micros. Nous avons une immigration massive en raison des faibles impôts en Suisse. Quelle absurdité! Écoutez mon commentaire à ce sujet. Thomas Matter tient un podcast sur les réseaux sociaux. Son titre, Dans les marécages de Berne. Non, l'immigration en provenance de l'Union européenne et des pays tiers et l'arrivée de demandeurs d'asile s'expliquent par les bons salaires, les excellentes infrastructures, les assurances sociales très généreuses, les excellentes institutions de formation et de santé, les excellents réseaux de transport, la sécurité juridique, la stabilité et bien sûr, un paysage magnifique. Mais quand même, les rabais fiscaux soutenus depuis 25 ans par l'UDC ne seraient-ils pas déterminants pour expliquer l'immigration de masse? Oui, l'UDC est clairement en faveur du moins d'impôts possible et du moins de taxes possible. C'est l'une de nos missions principales pour l'économie. Nous ne voulons pas... Mais ça amène automatiquement beaucoup d'étrangers, non? Vous ne me comprenez pas. Mais vous ne me comprenez pas. Je ne peux quand même pas dégrader les conditions cadres en Suisse dans le seul but de freiner l'immigration. Non, nous nous battons maintenant contre cette immigration depuis 20 ans. Cela fait 20 ans que nous sonnons l'alerte. Et maintenant, cela serait de notre faute? Je veux juste vous dire... C'est vraiment nul. Ah bon, c'est nul? Mais je vous confronte simplement à la critique de l'autre camp. C'est votre travail de le faire. Je vous montre les différents points de vue. Vous avez vu nos victoires en Argovie le week-end passé? C'est évident que la gauche nous attaque en disant ça. Mais j'espère que les journalistes arrivent à y voir clair. Au revoir. Vous trouverez toute seule la sortie? L'aurions-nous un peu agacé? Car on peut légitimement se demander qui veut de cette Suisse à 10 millions d'habitants. La Suisse idyllique des affiches de l'UDC s'est bel et bien transformée en 20 ans, avec ses bataillons de nouveaux habitants, dont 89% d'étrangers. Et c'est en majorité le travail, bien plus que l'asile, qui les fait venir. Ce sont bien les politiques économiques et fiscales voulues par les partis de droite, à commencer par l'UDC, qui créent ces emplois. Alors, faut-il continuer à croître indéfiniment et à une telle vitesse au prix d'une transformation radicale de la Suisse? Au Mont-sur-Lausanne, nous retrouvons les habitants à l'origine de l'initiative pour empêcher la construction de 14 immeubles dans ce petit vallon. C'est jour de votation et Brigitte Besson, la conseillère communale, attend le résultat avec impatience. Brigitte, je t'interromps. Donc c'est oui à 71%. Avec une bonne participation. Pour le Mont, 53% de participation. 53%, c'est plus que la moyenne. Donc 71% pour le oui. Et bravo. Stéphane, tu es le moteur. 71. Bravo. Pas un petit 50 nul. Salut Nicolas. Ça va? Ça va et toi? Bien content. Bravo, félicitations. On n'a pas fait grand-chose, l'UDC, on n'a pas fait la campagne. Si.
Ça marche. Oui. Super bien fait aussi, je trouve. Oui. Voilà. Chacun a joué sa partition avec ses arguments. Voilà. Et puis chaque montant, après, il prenait les arguments qui résonnaient avec ses opinions. Et voilà. C'est un très beau résultat. C'est surtout pour eux, au fait, pour elles. Qu'on a voulu sauver cet endroit, c'est parce que pour les générations futures, si on leur laisse que du béton, si on leur laisse... Si elles n'ont pas tout ça, si elles n'ont pas accès, en fait, elles passeront à côté de quelque chose. Le Vallon est sauvé, mais ailleurs, la Suisse à 10 millions avance à grandes enjambées, dopée par une croissance économique que personne ne semble vouloir ou pouvoir contrôler.